une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin, avec moi, Dom Plante. Cette semaine, c'est un plaisir. Cette semaine, un privilège de recevoir la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui est en pleine campagne électorale pour les élections qui arrivent à grands pas. On a tourné ça, on est vendredi saint, puis le podcast va sortir le mardi d'après. Mardi prochain. Mardi après le lundi gras. Non. Mardi gras? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Non, le mardi gras, c'est pas une affaire en Nouvelle-Orléans. Ouais. OK, c'est bon. D'ailleurs, on a reçu Yves-François Blanchette dans le passé, à l'automne dernier, donc un podcast qui était un peu pré-électoral parce qu'on sentait que ça s'en venait. Puis on a reçu aussi Jagmeet Singh récemment aussi. Et les conservateurs ont pas répondu à nos invitations. On s'est fait ghoster essentiellement. On s'est fait ghoster par les conservateurs. Fait que si vous voulez entendre, tout ça pour dire que si vous voulez entendre les autres conversations avec les chefs du NPD et du Bloc québécois, on a un podcast là-dessus. De quoi on parle aujourd'hui? Avec Mélanie, évidemment, on parle des menaces américaines, de tarifs, de négociations avec Donald Trump. Elle, comme ministre des Affaires étrangères, c'est son travail de négocier et d'entretenir des relations aux États-Unis. Donc, une bonne partie du podcast là-dessus, c'est quoi l'agenda de Donald Trump, c'est quoi ses motivations, comment ça fonctionne les tarifs, qu'est-ce qu'on fait en réponse à ça. Évidemment, on a parlé de la campagne électorale, on a parlé de son chef, Mark Carney, qui est-ce et est-ce que le Parti libéral, finalement, c'est le même parti que c'était dans la continuité de Trudeau, ou c'est un nouveau parti plus à droite? Très intéressant sa réponse là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Oui. Parler de souveraineté du Québec, évidemment, c'est pas secret pour ceux qui écoutent le podcast, notre position là-dessus. Puis c'est pas surprenant aussi que Mélanie Joly ne la partage pas. Donc une conversation là-dessus, une conversation sur les conflits internationaux tels que Gaza, par exemple. Super belle conversation, on va pas faire le tour. Grand honneur, privilège encore une fois de la recevoir, belle conversation. Puis surtout, allez voter. C'est très important. Allez voter avec votre cœur, avec vos convictions, avec votre tête aussi, informez-vous. Puis pas juste sur des podcasts, sur de l'information par des médias, pas qu'on n'est pas fiable, mais des médias... médias plus fiables que nous. Il y a des médias plus fiables que nous, ça je vous le dis. Des gens qui leur métier... On a un parti pris, nous aussi. Hein? On n'est pas nécessairement neutre parce que c'est notre tribune, on essaie d'être... Disclaimer, on n'est pas des journalistes, on fait de notre mieux, puis on a fait, on s'est préparé de le mieux possible, puis on a fait de notre grand possible pour pas que ce soit un podcast partisan. De toute façon, ça l'aurait pas été, parce que... Mais bref, informez-vous, puis allez voter, c'est bien important. Bon podcast. Bonne écoute. C'est parti. Oui. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Ça merci. s'est fait rapidement quand même, c'est le fun. Ben oui, les gars, vous êtes efficaces, bravo. Ouais. Écoute, on fait toujours une petite place dans notre horaire pour une ministre. Voilà. On est toujours capable de s'arranger. Merci. Comment tu dors la nuit ces jours-ci? En dormant. Non, mais comment est-ce que ça... Sur le dos, sur le ventre, on veut tout savoir. Je dis pas ça, puis là, en le disant, j'ai réalisé que ça pouvait avoir l'air du gars qui fait comment dormez-vous la nuit avec votre conscience, mais juste comme en termes de stress, puis de tâches, puis de... Moi, je stresse, puis je suis loin dans ta position. Là. Ouais. Ben écoute, c'est sûr, PH, il y a beaucoup d'anxiété présentement. Je la ressens. Mais moi, parce que je suis au cœur de l'action avec le gouvernement américain, on dirait que ça m'aide à gérer l'anxiété. Ouais. Je dis pas que je suis pas inquiète de ce qui se passe aux États-Unis, mais j'ai l'impression que je suis capable de plus contrôler ce que je peux contrôler. Puis l'anxiété, c'est quoi? C'est l'avenir, la peur de l'avenir, puis c'est la perte de contrôle. Puis donc, dans les circonstances, ça fait en sorte que je me dis que je peux, somme toute, bien dormir. Ouais. J'ai eu des périodes d'anxiété et d'insomnie assez
assez forte au mois de janvier, surtout quand le président Trump est arrivé. J'ai fait des cauchemars sur le président Trump, sur ce qui se passait aux États-Unis. Ah ouais, Trump, il venait même dans tes rêves, t'as visité. Ouais, c'était comme, tu sais, c'était pas lui, mais c'était comme, dans le fond, quand t'analyses, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, ce changement-là, cette nouvelle rhétorique-là, c'était bien stressant. Ouais. Mais la bonne nouvelle en campagne électorale, présentement, c'est que je dors dans mon lit toutes les nuits. C'est ça. Parce que durant l'année, je suis tout le temps à l'étranger ou sinon à Ottawa. Fait que je suis bien contente de voir mon chum. Je sais pas si lui est content de me voir, mais c'est ça. Surtout, il n'y a rien de mieux qu'avoir quelqu'un qui a de la misère à dormir juste à côté de soi. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Parce que là, tu fais campagne dans ton comté qui est Annecy, c'est ça? Oui, Annecy-Cartierville. Ouais. Puis, mais je fais campagne aussi, Dominique, partout à travers le Québec. Puis là, je vais aller en Ontario à travers le pays la semaine prochaine. Mais là, j'arrive de Saint-Bruno de Montarville. Donc, parce qu'on a un bon candidat, Olivier Toumba, là-bas. Hier, j'étais dans le coin de Boisbriand pour aider une autre candidate, Linda Lapointe, là-bas. Donc, mon but, c'est, en tant que ministre, de pouvoir les aider aussi. Oui, oui. Puis, tu sais, faire ces activités-là, évidemment, c'est important de rencontrer les citoyens puis d'être sur place, mais dans le contexte de la guerre tarifaire avec les États-Unis puis de tous les autres conflits internationaux, y a-t-il quelque chose de, pas d'absurde, mais est-ce que tu te dis des fois, je suis pas en train de négocier avec Donald Trump en ce moment quand que je suis au bingo, là, tu sais? Bien, là, présentement, là, c'est une chose à la fois. Nous, là, on a besoin d'un mandat fort pour être capable de négocier. Parce que la seule chose que Trump, il respecte, c'est la force. Donc, il faut convaincre le plus de monde, le plus de Québécois, le plus de Canadiens de voter pour un gouvernement fort, qui n'est pas un gouvernement minoritaire, un gouvernement majoritaire. Puis là, à ce moment-là, on va être capable de commencer les négociations après. Les négociations, on s'est déjà entendu avec l'administration américaine qu'elle allait commencer après les élections. Fait que c'est pour ça. Entre-temps, moi, c'est sûr que ça arrive très souvent que je parle avec des sénateurs américains. Ça dépend des jours. Des fois, là, comme c'est le long week-end de Pâques, là, oublie ça, il n'y a personne à Washington. Là, tout le monde est dans leur famille, puis tout le monde sont c'est ça, là. Ou sinon, ils font un petit peu campagne eux autres aussi parce qu'ils sont tout le temps un petit peu en élection. Donc, mais je parle avec des républicains, des démocrates à chaque semaine. Là. Mon réseau à travers les États-Unis est assez large. Puis je parle aussi avec des anciens de l'équipe Obama. Je parle avec des anciens de l'équipe de Biden, qui ont plusieurs amis, en fait. Je parle encore avec Tony Blinken, l'ancien secrétaire d'État américain. Puis en même temps, je suis très proche de Lindsey Graham, qui est un sénateur républicain super coloré, avec qui je m'entends presque sur rien. Mais c'est important de pouvoir comprendre comment lui pense, comment la gang de Trump pense. Puis, tu sais, au sein des républicains comme au sein des démocrates, il y a comme un spectre. Là. Il y a du monde qui sont beaucoup, beaucoup plus dans l'équipe MAGA, puis d'autres qui sont beaucoup plus modérés, pragmatiques. Fait que quand tu parles aux républicains, ceux à qui tu parles, le sentiment, c'est quoi? Je pense qu'il y a de tout. Il y a des traditionalistes, OK? Les premiers, ceux qui sont là depuis longtemps, là, puis là, j'ai le sénateur Jim Rich en tête, qui est un bon ami, lui, il est président du comité sur les affaires étrangères du Congrès, du Sénat américain. Lui, il dit tout le temps, tu sais, Mélanie, les institutions sont là. Chacun, la Constitution donne les pouvoirs au Congrès, à l'exécutif, au président. Puis, tu sais, comme l'amitié entre le Canada et les États-Unis, elle va demeurer. Puis même après Trump. Donc, lui, c'est pour ça que je dis qu'il est traditionnaliste. Il croit à la tradition, essentiellement, puis, comment je pourrais dire, à la force de la démocratie américaine. Après, il y en a qui sont plus très... T'as les MAGA, là. Ça, il y en a différents. Moi, j'ai eu quelques contacts avec certains d'entre eux. Le Canada n'est jamais... C'est rare qu'on ait un enjeu. T'sais, on n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Là. Absolument pas. Là. Mais pourtant, Donald Trump parle souvent du Canada. Là. On dirait qu'il en fait une fixation, là, ce temps-ci. Oui, mais c'est pas comme si sa base lui réclame ça. Tu comprends? Puis là, après, t'as aussi du monde très, très pragmatique, puis qui
qui sont capables qui savent qu'il faut qu'ils défendent leurs citoyens parce que sinon, ils sont à risque de perdre leurs élections dans 2 ans, dans 1 an et demi. Puis, c'est là où on a sincèrement beaucoup, beaucoup de personnes qu'on peut aller chercher. Dans les traditionnalistes, puis dans les aussi très pragmatiques. Quand tu dis aller chercher, dans le fond, de quelle façon? Ben, je veux dire, parce que dans la guerre tarifaire, ouais. nous, là, notre but, là, c'est de convaincre les Américains. C'est de convaincre les Américains que les tarifs qui sont imposés contre le Canada, là, ben, essentiellement, c'est une taxe sur eux. Ouais. Fait que quand ils vont Chose aller... qui est mal comprise, là. Beaucoup d'Américains, je pense, qui pensent que les tarifs sont payés par l'autre pays puis ils comprennent pas le principe. Je te dirais qu'il y a quelques mois, c'était le cas. Là, la perception a complètement changé. Le monde s'en rend compte maintenant. Le monde ne sont pas dupes, ils ont compris. Ouais. Puis ils se le sont fait dire quand même beaucoup. Là. Oui. Tu ouvrais la télé, puis c'était des économistes qui faisaient... Vous comprenez pas ce qui se passe, là. C'est ça. Puis pas juste ça. Le Canada, nous, là, on a payé des panneaux réclames, Ouais, là, c'est des ça, billboards, j'entendais ça, dans 12 différents États américains, le long des plus grandes autoroutes, où est-ce que c'est écrit en anglais « Tariffs are a tax on hardworking Americans ». Donc, les tarifs sont des taxes sur les travailleurs américains. Les tarifs sont des taxes sur votre panier d'épicerie. Puis les tarifs sont des taxes sur votre quand vous allez à la station d'essence. Donc, ça peut pas être plus clair. Ouais. Les Américains n'aiment pas ça, les taxes, en plus. Non. Tu sais, comme il y a une haine viscérale aux États-Unis des taxes. Ouais. C'est que, pas juste aux États-Unis, mais là, c'est comme vraiment, vraiment, vraiment important, surtout dans ces États-là. Puis les États américains là, dont je parle, ce sont des États républicains qui, comme la Floride, l'Ohio, le Michigan, le Nevada, la Géorgie. Tu sais, ça fait que quand tu es un sénateur, il y a 2 sénateurs par État seulement élus, OK? Dans tous les États, les 50 États. Donc, ils sont 100. Quand tu es un sénateur, puis tu as un panneau réclame qui apparaît, puis là, tu as tes citoyens qui commencent à parler, ben écoute, c'est quoi, là? On paye pas assez de taxes, là. Je vais pas voter pour ça, moi. Ouais. Puis comment tu vas me défendre, là? Puis comment... Puis pas juste ça, là. Le Canada, ils ont commencé à arrêter d'acheter les produits que nous, on leur chipait, ils ont arrêté de venir aussi. Puis là, ils ont arrêté de venir. Puis là, écoute, moi, les revenus dans la compagnie, ça marche pas. Fait que là, il faut qu'ils laissent aller du monde. Puis c'est mon fils. Ça a été vite quand même, hein? Les effets se sont fait ressentir. Là. Ils sont pas encore complètement sortis. Ouais, mais le débat de relations publiques, on le gagne. Ouais. Fait que c'est pour ça que en faisant tout ça, on a beaucoup de sénateurs qui, eux, disent, nous, là, les tarifs, là, on n'en veut pas contre le Canada. Pourquoi on en aurait contre le Canada? Ouais. C'est comme, ça nous fait perdre des jobs quand on en met contre eux. On est le plus gros client des Américains, de loin. On achète plus des États-Unis, là, le Canada au complet, là, que la France, l'Angleterre, la Chine, puis le Japon réunis. Ah ouais, hein? On est un énorme client. Fait que, je sais pas, vous avez des clients là, dans la vie, là? Ouais. Imaginez que votre plus gros client vous dit « Non, moi, je veux plus faire affaire avec toi. Ouais. » Là, si vous changez votre modèle d'affaires, vous êtes dans ma... T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais. Fait que là, c'est ça. Nous, on a un pouvoir d'achat. D'habitude, le Canada, on n'est pas un pays super puissance nucléaire. Mais là, dans une guerre tarifaire, dans une guerre commerciale, on a un pouvoir. On n'est pas sans outils, sans solution. Puis pas juste ça. Ce qui arrive, c'est que nous, au Canada, on va être super unis sur cette question-là. On va faire « no way ». On ne se laissera pas marcher ces pieds. Vraiment, ça l'a uni. Absolument. On en parle, mais aux États-Unis, ils ne sont pas unis sur cette question-là. Ils sont complètement divisés. C'est une société divisée. C'est très, très, très... Il y a beaucoup de tensions sociales. Il y a une grande division entre les républicains et les démocrates. Tandis que nous, c'est un enjeu non partisan. Puis comment tu gagnes une guerre? C'est lorsque tes troupes sont unies, lorsque ton peuple est derrière toi, lorsque tu as une unité, une solidarité. C'est comme ça. Fait que nous, là, on peut prendre l'analogie de la guerre, mais on peut prendre aussi l'analogie, disons, d'un conflit de travail. Comme si on était en grève. Ou, tu sais, une grève étudiante. Avez-vous déjà fait la grève? Oui, j'étais là. Vous avez fait la grève? Ben, c'est ça, voilà. Peut-être vous allez devenir politicien, les gars, un jour. Fait qu'on sait jamais. Fait que là, le plus important, c'est de résister une journée de plus.
une journée de plus que de l'autre bord. Ouais. Fait que c'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que, dans le fond, on travaille avec le Congrès, avec les sénateurs, avec la gang autour de Trump, avec les maires, les gouverneurs des États, avec les chambres de commerce. Bref, on travaille tous les différents leviers de la société américaine. Quand nous, on regarde ça de loin, l'impression, c'est que il y a un gars qui décide puis qui improvise, de mon point de vue, de ce que moi j'observe puis ce que je suis à même d'observer. Toi étant travaillant en proximité avec les sénateurs, avec les politiciens américains, avec les gens autour de Donald Trump, les républicains, est-ce que c'est aussi l'impression que t'as ou ça a l'air plus réfléchi que ça l'est réellement? Non, PH, t'as complètement raison. Là. Même pour toi qu'il y a des insights là-dessus? Il y a juste un décideur. Puis aux États-Unis, il y a juste le président Trump qui décide. Est-ce que c'est autant de l'improvisation que ça en a l'air? Écoute. Parce que ça a l'air d'une farce de notre point de vue. Tu sais, les grandes mises en scène de tableaux parce qu'ils vendaient trop dehors. Tu sais, ça fait secondaire en spectacle. Ça fait la foire de science, là, de comme... Ça a l'air tout croche. Tu sais, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est plus pensé qu'on le pense? Faut jamais sous-estimer Donald Trump. Okay? Il faut jamais sous-estimer que c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a une vision qu'on peut peut-être absolument pas partager. Ouais. Pas comprendre même, mais il doit avoir une vision. Puis il y a un plan. Ouais. Est-ce qu'il pense à toutes les conséquences de son plan? Non. Pas toujours. Mais est-ce qu'il aime ça vraiment brasser les affaires, brasser la machine pour voir qu'est-ce qui va en retomber? Puis là, après, comment ça va le positionner dans une négociation? Absolument. Ouais. C'est un fin stratège, là, Donald Trump. Mais il est complètement imprévisible. Complètement imprévisible. Et tout le monde autour de lui essaie de découvrir et de prévoir comment il va réagir, puis qu'est-ce qu'il va faire. Donc, et entre eux, ils s'ostinent. Donc, c'est pour ça que nous, là, il faut être en contact avec plein de gens pour essayer d'avoir un portrait de façon générale. Mais ultimement, son objectif, c'est toujours de gagner la négociation. Ouais. Il veut pas une entente gagnante-gagnante. Ouais, Il veut gagner la négociation. Mais ça, c'est certain, mais sur le long terme, je veux dire, le master plan derrière tout ça, là, les tarifs, là, l'annexion du Canada, l'annexion du Groenland, on dirait, tu sais, il y en a plusieurs qui disent, tu sais, Donald Trump, c'est ses intérêts puis l'intérêt de ses amis, mais j'ai l'impression qu'il y a un leg qu'il veut laisser aux États-Unis. Absolument. Puis ça, c'est dans le fond, c'est d'étendre l'impérialisme américain puis l'influence américaine. Donald Trump veut démontrer que les États-Unis ne sont pas une puissance en décroissance. Donc, il veut démontrer que les États-Unis sont encore dans leurs heures de gloire et en croissance. Donc, qu'ils vont être capables d'être... Ça ressemble vraiment à Poutine, en fait. Le retour à l'âge d'or, le retour à comme l'Empire... qu'on est fort. L'Empire russe, reprendre notre territoire. Mais les gars, je pourrais pas dire des choses là-dessus parce que, bien entendu, je suis dans une position de ministre des Affaires étrangères, j'ai mes opinions personnelles. Mais c'est sûr que c'est... nous, c'est pour ça que ce que je dis, c'est que quand il parle, on doit l'écouter puis le prendre au sérieux. Faut jamais... C'est des jokes. Faut pas sous-estimer qu'est-ce qu'il va faire. Parce que il a aucun... comment je pourrais dire? Il est prêt à gérer toutes les conséquences, peu importe les conséquences. Ouais. Ça fait en sorte qu'on est avec un partenaire qu'on peut pas dire qu'il est fiable. On peut pas lui faire confiance. Un allié pas fiable, c'est ça. Mais avec le président Trump... je dis pas qu'il faut être d'accord, mais il faut être capable de gérer. Gérer sa réalité, composer avec. Il y a des années, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau avait dit que on était le Canada comme une souris qui dort à côté d'un éléphant, à cause que les États-Unis est une superpuissance. C'est encore vrai, mais on doit être capable, justement, présentement, de tout repenser notre politique étrangère, puis comment on va composer avec
le fait qu'on est dans un monde plus dangereux avec des conflits régionaux au Moyen-Orient, en Ukraine, une compétition, une concurrence entre la Chine et les États-Unis qui est extrêmement dangereuse parce que si elle est mal menée, mal gérée, elle peut se retrouver en conflit international parce que c'est la seule, comment je pourrais dire, dynamique entre deux pays qui pourrait mener à un conflit international, c'est celui entre la Chine et les États-Unis. Puis entre-temps, avec un président qui est extrêmement imprévisible. Donc, nous, on doit être capable de penser à avoir des amis aussi ailleurs. Ouais. On doit se rapprocher des Européens plus que jamais, être proche des Britanniques. On doit être plus proche des Japonais, des Coréens. On doit être capable de diversifier nos marchés. Puis, en même temps, on doit être capable de se rapprocher dans des partenariats de sécurité puis militaires plus proches de l'Europe, plus proches de l'Asie. Fait que ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour nous, mais en même temps, le Canada, c'est le pays le plus européen des pays non européens. Ouais. Puis on a toujours été proche de la France, nous les francophones, québécois, mais aussi toujours proche de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de par notre histoire, de par notre constitution, etc. Fait que c'est comme un peu un retour aux sources. Je reviens sur la question des tarifs, parce que tu disais, là, notre levier de négociation, c'est de mettre la pression aux États-Unis pour que les Américains mettent la pression sur le président, mais il y a aussi les contre-tarifs comme solution ou comme négociation, mais logiquement, si les tarifs imposés par Donald Trump font mal aux Américains, les contre-tarifs vont faire mal aux Canadiens? C'est sûr que les contre-tarifs font un peu mal aux Canadiens, mais en même temps, il y a deux choses. Premièrement, quand on choisit sur quoi on met des contre-tarifs, on essaie de voir, premièrement, est-ce que les produits sur lesquels on met des contre-tarifs, ce sont des produits qui sont dans des États républicains, où est-ce qu'on va pouvoir mettre la pression? Et deuxièmement, est-ce que les Québécois et les Canadiens ont une option? Donc, ils peuvent acheter un autre produit qui coûte moins cher. Parce que ça fait en sorte justement de ne pas augmenter l'inflation. Donc, ça, c'est notre premier point. Deuxième point, c'est que nous, c'est sûr que le gouvernement, présentement, à chaque jour, il y a des contre-tarifs. Dans le fond, il y a des sommes qui vont au gouvernement fédéral. Puis nous, il y a de l'argent qui est accumulé. Puis nous, on a dit qu'avec cet argent-là, on allait aider les travailleurs. Donc, on allait redonner surtout aux gens qui sont plus affectés. Puis ça, c'est au cœur de notre engagement électoral. Le gouvernement fédéral ne va pas se faire d'argent avec les contre-tarifs. On va être là justement pour aider le monde. Il y a cinq domaines en particulier qui sont visés par le président Trump. Il l'a mentionné, puis là, il a déjà mis des tarifs sur, premièrement, l'acier et l'aluminium. Fait que ça, au Québec, concrètement parlant, ça touche le monde à Sorel, ça touche le monde au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ça touche aussi le monde qui travaille de façon générale. Comment je pourrais dire? Un exemple, je parlais avec Aldo Geloso, qui a une énorme compagnie, Geloso, qui font plein d'alcool en canette. Et là, eux sont affectés par les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Toutes les canettes sont en aluminium. Okay? Donc, tu peux penser, c'est du monde qui travaille dans le secteur de l'aluminium, qui travaille dans une shop d'acier. Non, c'est aussi dans le secteur alimentaire. Qui utilise ces produits-là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier secteur que les Américains veulent protéger. Puis qui mettent des tarifs. Le deuxième, c'est l'automobile. C'est plus en Ontario. C'est immense en Ontario, mais tu as quand même pas mal de compagnies au Québec aussi qui font affaire avec des compagnies en Ontario. Fait que ça nous affecte. Le troisième, c'est tout ce qui est lié à la pharmaceutique. Il n'y a pas encore mis de tarifs là-dessus, mais il y a, dans le fond, des conversations qui démontrent qu'il veut justement imposer des tarifs sur la pharmaceutique. Après, c'est tout ce qui est en lien avec les semi-conducteurs. Nous, ça nous affecterait moins, mais c'est peut-être, on va voir à quel point les minéraux critiques seraient affectés, à voir. Puis finalement, le dernier, c'est le bois d'œuvre. Puis ça touche beaucoup nos régions au Québec, de l'Abitibi, en passant par les Laurentides, en passant par la Côte-Nord. Donc, ça, c'est une grosse préoccupation.
Mais ça, là, c'est des milliers d'emplois, les gars, là. Ouais. C'est voire des millions d'emplois. Fait que c'est pour ça que nous, il faut se défendre. Parce qu'on peut pas accepter, justement, qu'ils nous imposent des tarifs pour des choses que, normalement, en vertu de notre entente de libre-échange, il n'y aura pas de tarifs. Quand il a fait son 180, une couple de semaines, là, où est-ce qu'il a posé les tarifs pendant 90 jours, est-ce que tu attribues plus ça à... Parce que lui, il s'est vanté d'avoir réussi à faire que... Je pense que les 75 pays venaient lui licher le cul, là, je pense, pour reprendre ses mots exacts. Là. Est-ce que tu attribues plus ça à il a réussi son idée, que le monde venait négocier avec lui, ou bien tu l'attribues à comme là, il y avait de la pression de l'interne qui était trop élevée au niveau soit de la bourse, au niveau de la perte de revenus des milliardaires autour de lui. C'est à quoi tu attribues ce 180 degrés-là? Je te dirais à ce que tu dis dans le fond, ta deuxième option. Moi, je pense que le président Trump, il regarde beaucoup la bourse. Ouais. Pourquoi? Parce que non seulement lui, des investissements en bourse, sa famille, ses amis, mais l'Américain moyen, là, il n'y a pas nécessairement de fonds de pension, OK? Donc, puis je dis pas que les Canadiens ont tous un fonds de pension, mais on a quand même une couverture sociale beaucoup plus grande qu'aux États-Unis. Fait que les gens investissent à la bourse pour être capables de faire ultimement des intérêts puis faire croître leur capital. Fait que les Américains, ils regardent qu'est-ce qui se passe en bourse plus que d'autres peuples dans le monde. Et quand il y a trop de pertes dans la bourse, ben ça affecte directement leur portefeuille puis ils sont pas contents. Ouais. Fait qu'il y a eu tellement de pertes et tellement de soubresauts que ça a créé tout un chaos en bourse. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils regardent certainement aussi les gens autour de lui, comment ils vont réagir. Puis les médias étaient extrêmement négatifs. Les politiciens étaient aussi, même de son camp, étaient extrêmement négatifs. Donc, moi, je pense que c'est à cause de tous les efforts qu'on a mis en place. Pas juste nous, on a travaillé avec l'Union européenne, on a travaillé avec les Asiatiques pour mettre de la pression. Ouais. Puis c'est ultimement comme ça que je pense qu'on a été capable de le faire reculer. Nous, on n'était pas affectés par ces tarifs-là. Ces tarifs, à l'époque, ils appelaient ça des tarifs réciproques. Ouais. Mais on n'était pas sur le tableau. Là. On n'était pas sur le tableau, mais on avait déjà des tarifs contre nous liés à un décret présidentiel dû au fentanyl, qui était un argument complètement absurde parce qu'il y a il y a juste 1% du fentanyl aux États-Unis qui provient du Canada. Là, fait que là, ça, on avait été capable de le faire, mettre sur pause en partie, mais cette question-là est toujours pas complètement réglée. Il y avait une théorie du complot qui circulait sur le web selon laquelle Mark Carney aurait été l'architecte d'une espèce de complot entre plein de pays, notamment le Japon, pour vendre des obligations américaines. Puis que à son fameux coup de fil qu'il aurait eu à Donald Trump aurait tout changé. Je te demande pas ton opinion sur une théorie du complot. Non, mais c'est faux. Moi aussi, je l'ai lu, cet article-là. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Mark Carney est un bon économiste. Ça sonne ce que quelqu'un dirait, quelque chose à cacher. Non, mais c'est faux. Parce que la réalité, c'est que le Canada n'a pas ce pouvoir-là sur le marché des obligations. Et le fait que les États-Unis, tout à coup, aient des problèmes avec leur propre marché obligataire, avec une dette qui devient coûter trop cher, ça nous impacte nous aussi là, de façon négative. Là. Donc, je sais pas qui est derrière cette... C'est une drôle de théorie du complot, parce qu'on dirait qu'elle va de l'autre sens de toutes les théories du complot habituelles. Exactement. Elle était comme très, très, très favorable à Mark Carney, mais non, il faut quand même pas... il faut pas... Faut pas penser qu'on a le plus de pouvoir qu'on pense. L'autre pays qui a le plus de pouvoir sur les États-Unis sur le marché des obligations, essentiellement, c'est la Chine. Mais ça, c'est une autre conversation.
Quelque chose qui est probablement pas une théorie du complot. Tu parlais de soubresaut à la bourse, mais clairement, Donald Trump, il connaît l'effet qu'il y a sur la bourse. Puis quand il tweet dans la même journée, acheter maintenant des actions, puis qu'après ça, fait une déclaration qui fait remonter la bourse, plus se poser des questions quand même sur oui, absolument. de conflits d'intérêts, en fait. Oui, mais là, ça, c'est pas à nous de gérer ça. C'est à la démocratie américaine. Puis ils font leur boulot. Je pense qu'il y a des enquêtes qui ont été lancées par le Congrès. Mm-hmm. Ce qui peut nous amener aux élections, à la campagne. au Canada. Très important. Au Oui, Canada, exact. oui. On en parlait ce matin, du moins de mémoire, de mémoire d'homme de début trentaine. Ce matin, parce qu'on a fait un podcast où est-ce qu'on, avec un expert, où on décortiquait un peu les propositions des différents partis. OK. Fait que là, c'est pour ça que Mais c'est ça, comme on mentionnait, moi de mémoire, j'ai jamais vu un changement aussi drastique dans les intentions de vote en si peu de temps. Non, ça s'est jamais vu, en fait. La question, c'est est-ce que on l'attribue plus à une écœurantite de Justin Trudeau ou à Donald Trump et Mark Carney qui se dresse un peu comme capitaine Canada face à la menace américaine? Ben, c'est un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça? C'est sûr que, bon, il y avait une fatigue par rapport au premier ministre Trudeau. Puis là, il a quitté. Fait que là, à ce moment-là, on a... quand il a annoncé qu'il quittait, déjà, il y a eu un switch. Ouais. En même temps, il n'y a personne qui avait vu venir Trump de façon aussi agressive, là. Ça fait 90 jours, les gars, qu'il est là. Ouais, c'est fou, hein? C'est incroyable, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que il y avait certainement personne qui avait prévu qu'il allait parler d'annexion du Canada. Il n'en a jamais parlé durant ces élections. Puis, il n'y avait jamais personne qui pensait qu'il allait arriver avec des tarifs de 25 % sur nous, là, en l'espace de 3 semaines. Là. Ouais. Donc, et moi, je pense que Mark Carney est la bonne personne pour affronter Trump, mais je pense aussi qu'on a été capable de bien gérer l'enjeu américain entre-temps. Même dans la fin de l'ère Trudeau et, dans le fond, le début de l'ère Carney. Et ça a donné confiance aux gens. Parce donc, que même Justin Trudeau, un politicien qui n'a plus rien à perdre, des fois, ça fait des choses extraordinaires. Là. Tu sais, Justin Trudeau, je pense... Un filtre qui est moins là. Un de ses derniers discours qu'il a fait, justement, par rapport à Donald Trump, c'est comme... J'avais jamais vu ça, Justin Trudeau-là, puis il était où? Ça fait 8 ans que j'aimerais ça le voir, tu sais. Fait que même ça l'a dû aider, là. Même la fin, justement, de son mandat. Je pense qu'il a bien performé à la fin. En même temps, je pense que les gens voulaient quelqu'un de différent. Un gars qui avait déjà géré des crises, comme Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui avait géré la récession de 2008, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui avait aussi géré le Brexit. Donc, un gars qui en a vu d'autres. Un homme compétent, un peu phlegmatique, un peu, une force tranquille. Mais c'est ça qu'on a besoin présentement, là. Puis, moi, j'ai l'occasion de travailler avec Mark, avec le premier ministre Carney. Puis, j'aime beaucoup travailler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est très décisionnel. Que les décisions se prennent. Moi, j'aime ça être dans l'action. Ça me rend folle quand les choses prennent trop de temps. Je suis très impatiente dans la vie. Puis en même temps, en plus, quand tu composes avec l'administration Trump, ça va tellement vite. Tu apprends sur ton téléphone, sur Twitter, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour moi, c'était important, justement, d'avoir quelqu'un qui est capable de s'adapter à ce qui se passe présentement. Parce que, tu sais, les codes diplomatiques, les gars, là, sont complètement changés, là, sont mis à la poubelle, là, tu sais. D'habitude... Il y a un décorum dans les négociations. Il y a un décorum. T'as des diplomates qui te préparent des textes, puis là, tu sais, ils s'attendent à ce que tu lises le texte qui est déjà préparé, qui a été vété par 4 autres personnes. Tu sais, puis là, tout le monde lit ses notes. Puis là, tu sais, c'est comme une chorégraphie, là, un ballet, là, où chacun lit ce qui a été donné, là, tu sais. Puis là, il y a comme donc aucune surprise. Mais il n'y a rien qui se fait non plus. Ouais. Parce que, ultimement... Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... on n'est pas en mode
action résoudre un problème. On est plus en mode, dans le fond, en anglais, je dirais posturing, là, tu sais, de dire, bon, ben voici notre position. Mais là, c'est pas ça. Ça se fait à coup de message sur True Social, puis c'est parti, puis ça se passe. Puis après, d'appeler, je parle au secrétaire d'État Rubio. Après, mon collègue parle à Howard Lutnick. Dominique Leblanc va parler à Howard Lutnick. Là, Dominique va m'appeler. Mel, c'est ce qu'il vient de me dire. OK, parfait. Je reparle avec l'ambassadrice à Washington, Kirsten Hellman. On va parler, on va texter Mark pour dire, voici les dernières nouvelles. OK, on s'organise une rencontre rapidement. Ça va vraiment vite. Mm-hmm. Puis pendant que nous, on est comme ça, mais dites-vous que tous les autres pays dans le monde sont comme ça. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Fait que là, tout s'accélère, tout va plus vite. C'est épuisant parce que c'est comme c'est sans relâche, mais c'est le monde dans lequel on vit présentement. Puis le Parti libéral de Mark Carney, il est-tu très différent du Parti libéral de Justin Trudeau? Tu dirais-tu qu'il s'inscrit dans la continuité ou en cassure? Je dirais que c'est deux personnalités complètement différentes. Puis le Parti libéral est un parti qui a toujours été un parti avec des valeurs à la gauche, mais aussi avec des considérations économiques un petit peu plus proches du portefeuille. C'est sûr que là, ce qui est arrivé, c'est que l'ère Trudeau a été affectée par la COVID. Puis la COVID, ça a été un moment où on a étendu beaucoup le filet social pour les gens. Beaucoup de nouveaux programmes, on en Beaucoup de parlait ce nouveaux matin. programmes. Des bonnes choses. Moi, je pense que si on n'avait pas été là, on se serait retrouvé avec beaucoup de gens qui auraient perdu leur emploi, qui auraient été à la rue. On aurait eu une augmentation vraiment de la pauvreté au pays. Puis, on aurait eu des gens beaucoup plus malades aussi. Donc, tu sais, puis on a été capable de se faire vacciner rapidement. On était un des pays les plus vaccinés au monde. Donc, on a appris. Mais moi, j'étais autour de la table de décision à l'époque, là. On apprenait chaque jour, là. Tu sais, on prenait des décisions basées sur l'information qu'on avait. Puis là, après, on est avec un premier ministre maintenant qui est un économiste, qui est beaucoup moins dans, comment je vais dire, c'est pas un politicien d'expérience. C'est un homme qui, lui, aime ça opérer, donc il aime ça prendre des décisions pour que, ultimement, ça, comment je vais dire, ça a un impact sur le terrain rapidement. Puis là, on est dans une autre genre de gestion de crise. Et là, ce qu'il faut faire, c'est non seulement protéger des jobs, mais créer des opportunités d'emploi. Mark Carney, c'est un gars qui tripe sur l'économie. C'est sa passion. Penser à une politique industrielle, là, puis penser à quel secteur on va pouvoir aider, puis comment on va être capable d'investir en investissant dans notre armée, on va être capable de créer des jobs qui vont par la suite se retrouver à Montréal, par exemple, chez Bombardier, parce qu'on va avoir on va créer les meilleurs avions pour le militaire, alors qu'on ne l'a jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou penser à comment il va y avoir des jobs qui vont être créés au chantier Davie, parce qu'on va avoir, dans le fond, des navires pour notre armée aussi qui vont être de qualité. Lui, il tripe sur cette idée-là, là, comment, ultimement, l'État, de par ses décisions, est capable de créer des emplois sur le terrain. C'était moins l'objectif de Justin Trudeau. Pour lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'est créer un programme social pour, justement, comme l'allocation canadienne pour enfants. Puis lui, il disait, le privé va faire son boulot. Et le privé faisait son boulot. Mais là, on est dans deux réalités. Puis moi, je pense que c'est juste deux leaders qui Pour leur époque. Pour leur époque, exactement. Fait que le parti a viré à droite quand même un peu. Le monde a viré à droite, Dominique. Ouais. C'est ça qui arrive. Tu sais, moi, je suis une progressiste, là. Une féministe, là. Je pensais jamais dans ma vie dire qu'il fallait investir bien plus dans nos dépenses militaires. Jamais. Je pensais pas que ça allait être une priorité. Ouais. Mais je l'ai vu, la guerre en Ukraine, là. J'étais allée 5 fois en Ukraine. Puis j'ai vu comment les Russes, eux, là, après l'Ukraine, là,
c'est l'Europe, là. Tu sais, tantôt, PH, tu faisais référence à Poutine, là, puis son objectif d'empire, dans le fond, russe, et de reprendre certains des territoires avant, qui faisaient partie de la Russie avant la chute du mur de Berlin. Ben, c'est la réalité, là. J'ai vu ce qui se passe aussi en Asie, là. Puis avec les pressions, là, j'étais aux Philippines, là, quand il y avait des pressions parce qu'il y avait des navires chinois qui venaient. J'ai eu des conversations avec mes collègues pays scandinaves, des pays de l'Arctique, là, sur les exercices militaires qui ont lieu entre la Russie et la Chine en Arctique, là. Puis j'étais allée au Moyen-Orient, là. J'ai été en Jordanie, là, puis j'ai été dans les kibboutz aussi qui ont été attaqués le 7 octobre. Puis je suis allée en Cisjordanie, là, chez les Palestiniens, là. J'ai vu ce qui se passait dans le monde puis à quel point il y a des conflits. Ouais. Et donc... On n'est pas à l'abri, c'est ça que tu dis. Absolument pas. On ne l'est pas. Puis on a une responsabilité aussi. Oui, bien, c'est la première priorité, la première responsabilité de l'État, c'est la sécurité des gens. Après, tout vient. Mais nous, les trois, on a vécu juste dans une période de paix. Ouais. Et c'est ce qu'on connaît. Puis c'est comme ça qu'on a bâti le Canada moderne, le Québec moderne. Mm-hmm. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se préparer parce qu'il va y avoir plus de conflits. Et donc, nous, le plus important, avant de penser au reste du monde, c'est comment nous aussi, on va se protéger. Puis comment nous, on va être capable de protéger nos acquis en matière, tu sais, comme de droits humains, etc., démocratie, droits des femmes, je parle pour moi, tu sais, comme tout ça en quoi on croit là, de base, là, l'avortement, le mariage pour tous, etc. Mais en même temps, pour qu'on soit capable de protéger comment je peux dire, nos acquis, ce contrat social-là qu'on a, bien, on doit faire en sorte que la population, que les gens aient des jobs, qu'ils soient capables de mettre du pain puis du beurre sur la table pour qu'ils soient heureux. Parce que si on n'a pas ça, on n'aura pas de consensus sur plein d'autres enjeux. Puis aussi, entre-temps, alors qu'on est dans un monde où il va y avoir plus d'instabilité, donc ça va être plus compliqué au niveau économique, bien, il va falloir que l'État joue un rôle pour que ces jobs-là soient protégés. Fait que, puis ça, comment on peut le faire, c'est qu'en investissant notamment dans nos dépenses militaires chez nous, plutôt qu'envoyer de l'argent aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Fait que, donc, oui, on est dans un monde qui est plus à droite. Mm-hmm. Puis moi, j'ai une question pour vous. Les jeunes, je suis plus aussi jeune, mais les jeunes, est-ce qu'ils sont plus à droite ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Ça dépend lesquels. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on leur parle de ces questions-là? Moi, je pense que les gens sont inquiets, puis je pense que les gens aussi, tu sais, on a parlé aussi ce matin, les périodes les plus difficiles, souvent, ben là, on veut... on est moins dans faire des grands programmes sociaux, puis on est plus dans conserver nos acquis, payer moins d'impôts, puis ça, mais reste que moi, je trouve que dans cette campagne-là, je trouve ça dommage parce que beaucoup, c'est très, justement, focusé sur relations avec les États-Unis, avec Donald Trump, puis sur l'économie, mais je veux dire... l'environnement va pas mieux, puis les conflits, les conflits, les autres conflits mondiaux, comme ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, ça va pas mieux, puis toutes sortes il y a beaucoup de sujets très importants qui sont comme évacués de cette campagne-là, puis justement, je trouve que cette peur-là, ben, finalement, sert l'agenda de droite, finalement. Oui, bien, c'est sûr. En même temps, je te dirais qu'au niveau de l'environnement, ben, entre le choix entre le Parti libéral puis le Parti conservateur, c'est clair, là. Parce que nous, au niveau environnemental, on a un plan de match vraiment, je pense, bon, pragmatique, concret. Ce que j'ai vécu, moi... C'est quand même... Tu sais, c'est dur de... C'est dur de recevoir ça quand la première action de Mark Carney a été d'enlever la taxe carbone, tu sais. Le PH au Québec, on n'en payait même pas. Non, mais je veux dire, c'est quand même un geste significatif qui annonce des couleurs anti-environnement. Là. Je veux dire, au Québec, on peut, peu importe qu'est-ce qui se passe au Québec, je vais te c'est quand même... ben, parce que
ce qui arrive présentement, c'est que la question de la gestion de la transition économique, la transition écologique, puis la gestion de l'environnement, la question, c'est qui va payer dans notre société? Puis, à travers le pays, lorsqu'on avait, nous, on ne l'avait pas fait au Québec parce qu'il y avait un marché du carbone. Lorsque nous, on avait mis un prix sur le carbone, bien, les gens ont commencé à être fâchés de payer plus. Mm-hmm. Et la classe moyenne disait, bien là, on a de l'inflation, puis ça nous coûte trop cher. Puis les options que vous pensez qui sont à notre portée, elles ne sont pas à notre portée. On n'arrive pas à diminuer notre consommation carbone tant que ça, puis pourtant, on paye plus cher. Ouais. Donc, nous, c'est un constat où il faut dire, pourquoi monsieur, madame, tout le monde va payer ça, puis on n'aura pas de soutien pour la transition écologique si on n'amène pas le monde avec nous. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait prendre cette décision-là, que je pense que ça a calmé le jeu, puis on peut avoir maintenant une conversation sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la transition énergétique. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est que présentement, toutes les initiatives que le président Biden avait prises sur la question environnementale, bien, elles sont toutes mises présentement à la poubelle à peu près. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, par contre, de ce qui se passe. Non, mais ça a un impact directement sur nous parce que nous, on avait investi dans la filière batterie, on avait investi justement pour... On en a parlé beaucoup ici au Québec, d'ailleurs. Ben oui, on s'est dit, nous, on veut être capable d'être une super puissance énergétique propre, puis c'est encore notre objectif. Puis je pense qu'on peut y arriver, mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'arguments qui viennent surtout du milieu des affaires, qui vont faire affaire aussi avec les États-Unis, qui vont se dire, ben oui, mais pourquoi au Canada, on fait ça et on le fait pas aux États-Unis, alors que nos marchés sont, somme toute, très, très rapprochés. Mais moi, je pense que fondamentalement, notre plan tient la route. On a été capable d'avoir l'appui aussi de plusieurs groupes environnementaux, mais la question environnementale, elle est malheureusement pas la priorité présentement. Pourquoi? Parce qu'on a une guerre tarifaire. Puis, je comprends. Moi, je suis un de mes meilleurs amis au cabinet, c'est Steven Guilbeault. On est très, très, très proches. Un ami du podcast, d'ailleurs. Un ami du podcast qui, lui, pourrait expliquer encore mieux le plan de match en matière environnementale que moi, parce que c'est lui le spécialiste. Mais je pense que... Et qui est d'ailleurs plus le ministre de l'Environnement. Non, qui est en charge quand même de tout ce qui est biodiversité, parcs nationaux, etc., conservation. Mais c'est ça le défi en politique, c'est qu'il faut que tu amènes le monde avec toi. Ouais. Puis il faut que les gens soient capables de te suivre, parce que sinon, tu peux avoir les meilleures idées, mais fondamentalement, tu ne seras pas capable de les mettre en place. Ça fait que c'est ça, mais je pense que la question environnementale, pour nous, c'est encore important. Je pense que c'est pas juste encore important, on l'a mis comme une priorité. Notre plateforme électorale va être disponible sous peu, en fin de semaine, en fait. Puis vous allez voir tous les investissements qu'on fait là-dedans. Puis comment aussi on est capable d'aider plus la population au niveau environnemental. Mais ce que je déplore, puis Steven et moi, on en a beaucoup parlé, c'est que la question environnementale a fait partie peu à peu de cette espèce de guerre de culture, là, culture wars, comme si tout à coup c'était un enjeu polarisant. Puis que c'est politique, tu sais, puis que c'est de gauche d'être environnementaliste quand ça concerne tout le monde. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que là, j'espère que notre nouvelle approche va pouvoir amener plus de monde à reconnaître l'enjeu, travailler de façon positive plutôt que d'être dans cette espèce de clivage-là. Là. Je comprends. Mais tu sais, reste que, tu sais, par rapport à la taxe carbone, les gens s'achètent plus de VUS que jamais. Fait que, I guess que le prix du gaz, c'est pas tant un problème que ça, là, pour bien des gens. Puis... Il y a beaucoup de voitures électriques de plus en plus. Nous, on a travaillé beaucoup sur l'électrification des transports, etc. Fait que... Mais oui, on va continuer. Puis tu sais, aussi, c'est que la guerre tarifaire reste que Donald Trump, il va être là encore 3 ans et demi, là, puis après ça, à moins qu'il se passe quelque chose, on va passer à un autre appel, puis peut-être même qu'il y aura un retour du balancier ou quelqu'un démocrate. Encore pire que lui. Hein. Ou peut-être quelqu'un encore pire que lui, tandis que
la guerre avec la nature puis les réchauffements climatiques, c'est le défi de notre Dominique, t'as pas siècle. besoin de me convaincre. Je le sais. Je le sais. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir comme un bon plan de match, puis c'est pour ça qu'on en a un bon. J'avoue que l'idée, il faut que tu amènes le plus de monde possible. T'as bien beau être, je veux dire, le Parti vert est le meilleur exemple du fait qu'ils sont vraiment pro-environnement, mais si tu n'amènes personne avec toi, non, ça mais donne clairement, pas clairement les gens ont apprécié le move là, d'enlever la taxe carbone là, au Canada. Ouais. Au Canada, dans le reste du Canada. Ouais. Ça a enlevé beaucoup d'anxiété. Ben, c'est parce que c'est arrivé aussi au même moment où, après la COVID, là, il y a eu la guerre en Ukraine, là, il y a la guerre au Moyen-Orient. Ouais. Là, tout ça fait en sorte que ça crée de l'inflation, les chaînes d'approvisionnement, là, les tarifs. C'est ça. Les gens ont tendance à penser plus à la fin du mois qu'à la fin du monde, tu comprends? Ouais, Fait qu'il faut que... Puis, en politique, comme dans la vie, il faut que tu prennes le monde où est-ce qu'ils sont. Mm-hmm. Puis là, comment tu es capable de travailler avec la conscience-là pour justement aussi bâtir un plan de match pour la suite. Je comprends. Je vais faire la prémisse de ma prochaine question en disant que moi, je suis un indépendantiste convaincu. Là. Mm-hmm. Puis, je me rappelle quand Justin Trudeau a annoncé qu'il partait, là, il y a eu plusieurs candidats à la chefferie qui sont sortis du bois un peu pour annoncer leur couleur, dont un candidat que j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il est d'origine indienne, puis il parlait uniquement anglais. Mm-hmm. Puis en entrevue, j'écoutais un topo à Radio-Canada, puis en entrevue, il disait essentiellement que ça intéressait pas les gens. Les gens lui demandaient pas de parler français, puis c'était pas grave qu'il parlait français. Puis après, ça l'avait coupé à toi, qui commentait en disant, ben c'est sûr que moi, en tant que député québécois, ça me fait quand même mal d'entendre ça. Je te paraphrase. Là. Ah, j'ai été plus bête que ça. Ouais, c'était quelque chose comme ça, là, tu sais. Moi, en tant que Québécois, francophone, fier de ma culture, tu sais, j'ai écouté les 2 débats hier puis avant-hier. Le débat anglais, je veux dire, comme Mark Carney, good, là, tu sais, genre, il avait l'air à son aise, à son affaire. Je me dis, qu'il me représente à l'international, ça me dérange pas, ou genre, j'apprécierais peut-être même. Mais on dirait que ça me fait quand même un peu mal aux Québécois en moi de savoir que les 2 personnes qui vont... Une de ces 2 personnes-là va me représenter à l'international, va être mon premier ministre. De savoir ou de sentir qu'il n'y a pas énormément d'intérêt envers ma culture puis ma langue. Évidemment, la langue, en ce qui a trait à Mark Carney, clairement, le français est difficile. C'est pas dans la grande échelle des choses, c'est pas quelque chose qui est grave pour le Canada, là, tu sais. Mais moi, on dirait que ça me fait un peu mal parce que, tu sais, vouloir devenir premier ministre du Canada, ça se passe pas du jour au lendemain. Puis Mark Carney a bien beau dire que s'il n'y avait pas la guerre tarifaire ou Donald Trump, lui, il serait pas là. C'est pas une décision que tu prends sur un 25 cents, là. C'est quelque chose qui est quand même en toi, que tu penses. Puis je veux dire, 3 fois 30 minutes par semaine de Duolingo pendant 1 an, puis ton français est meilleur qui est en ce moment celui de Mark Carney, tu sais. Fait que, puis là, je dis pas qu'il se fout du Québec ou qu'il en a rien à faire. Je dis pas qu'il y a même... Il est peut-être même pas neutre envers le Québec, mais je ressens pas un intérêt pour la culture québécoise. Puis on dirait que Je trouve dur un peu, je trouve dur. Mais regarde, je vais donner mon point de vue. Je vais donner mon point de vue. Ben, premièrement, c'est vrai que c'est pas un francophone. Ouais. Hein? Mais le plus important, c'est est-ce qu'on a un allié pour les francophones? Parce que ça, c'est aussi important. Puis moi, je pense qu'on est un allié pour les francophones et pour le Québec. D'ailleurs, sa ministre des Affaires étrangères, son ministre des Finances, les 2 postes les plus importants sont des Québécois. Ouais. OK? Je pense aussi que c'est un gars qui va vouloir travailler beaucoup avec ses députés québécois, avec son caucus du Québec. Puis je pense que présentement, lorsqu'on est en guerre tarifaire, qu'est-ce qui est le plus important? C'est être à la table de décision. Parce que c'est comme ça que tu défends les intérêts du Québec. Parce qu'à un moment donné, quand il y a des choix à faire, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est qui est là pour défendre
quel choix on va faire. Ouais. Puis plus tu as une représentation forte du Québec, plus tu es capable de faire pencher la balance en faveur du Québec. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, moi, je suis francophone comme toi. Ouais. Je viens d'une famille très nationaliste aussi. Je viens d'une famille où ma mère parle. Elle pense qu'elle parle anglais. Là. Ouais. Maman ne parle pas anglais. Ouch, on la salue. Avec Fait que c'est ça. Pierre auditrice en plein podcast. Oui, c'est ça. Et tu sais, comme mes parents, les deux étaient les premiers à aller à l'université. Ouais. Mon père vient de Saint-Canute, dans le coin de Mirabel. Ma mère vient de Sainte-Anne-des-Plaines. Puis moi, j'ai été la première après aller étudier à l'étranger, puis j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal, puis après, j'étais allée à Oxford, puis c'est la première fois dans 14 générations de Québécois francophones que, tu sais, dans le fond, dans ma famille, il y a un des membres de la famille qui allait étudier à l'étranger, là. Ça fait que je comprends d'où tu viens. Puis moi-même, comme francophone, quand j'ai été élue, puis je suis devenue ministre, puis ministre du patrimoine, j'ai découvert le pays qui était le Canada parce que je ne connaissais pas le pays. J'ai grandi toute ma vie à Laval puis à Montréal, puis j'étais dans un environnement francophone. Mais le plus important présentement, c'est comment on est capable de travailler ensemble pour, oui, protéger le français, oui, reconnaître le déclin du français, oui, être capable de protéger le français au niveau fédéral, même au Québec. Mm-hmm. Puis ça, là, moi, comme ministre des Affaires étrangères, mais aussi comme ancienne ministre des langues officielles, j'en ai fait mon cheval de bataille. J'ai travaillé comme une folle pour déposer un projet de loi pour réformer la loi sur les langues officielles qui reconnaissait pour la première fois que le français était menacé au Québec, que la loi 101 était, dans le fond, établissait que le français était la langue officielle du Québec. Donc, je crois qu'on a été capable au sein du Parti libéral d'arriver et de faire, dans le fond, ce qui était nécessaire pour protéger les francophones. Maintenant, hein, ce qu'on a dit aussi, c'est que c'est une chose de reconnaître ce fait-là, c'est une chose de aussi changer les lois pour accorder plus de droits, mais c'en est une autre aussi d'être là pour soutenir les institutions qui protègent nos droits, notamment Radio-Canada. Mm-hmm. Puis Carney a quand même annoncé 150 millions de plus pour Radio-Canada, alors que tu as le Parti conservateur qui est prêt à couper Radio-Canada. Là. CBC. Ouais, mais quand même. Mais notre radiodiffuseur public, là, il fonctionne en tandem. CBC, Radio-Canada, ils sont dans les mêmes bureaux. Là. 100%. Ils sont avec, ultimement, souvent le même du personnel technique, de ressources humaines qui font les deux. Ouais. C'est complètement absurde. Là. C'est idéologique. Là. Mm-hmm. Donc, il y a ça. On a aussi dit qu'on allait investir plus dans le Conseil des arts. Pourquoi? Parce que ce sont nos artistes, les personnes qui, dans le fond, font vivre notre culture. On a dit qu'on allait aider plus aussi toutes les différentes institutions culturelles comme l'ONF, le Téléfilm Canada, etc. Puis on est le gouvernement aussi qui a donné le plus au secteur artistique, culturel. Et on a été là aussi pour aider plus les médias qui sont en péril parce qu'il y a des podcasts et sur des médias sociaux qui, dans le fond, ont un autre modèle d'affaires. Tout ça pour dire que je t'entends. Je le sais que la fibre nationaliste, elle est là. Je sais que la fierté québécoise, puis ce sentiment parfois d'inquiétude par rapport à notre existence, par rapport à notre place dans le monde, par rapport à la fragilité de comment je pourrais dire, notre existence culturelle, elle est là. Mais je pense que il y a 150 ans, un petit peu plus que ça, les francophones avaient un choix à faire. Il y avait le choix de soit joindre aux États-Unis. Benjamin Franklin a essayé de convaincre les patriotes québécois pendant longtemps de rejoindre les États-Unis. Pendant 1 an, il restait à Montréal. Ou de se joindre à des collègues canadiens, anglais, pour voir si c'était pas mieux pour créer ce pays-là. Est-ce que si nos droits allaient pas mieux être protégés? Et à l'époque, il y avait 3 droits en particulier. C'était la langue, la religion, on était des catholiques, puis c'était le droit civil aussi. Donc, pour s'assurer qu'on puisse
opérer selon notre propre fonctionnement du code napoléonien. Puis, je pense que même si certains ont été longtemps critiques des choix de Georges-Étienne Cartier à l'époque, puis d'autres, mais je pense que face à ce choix-là, ils ont fait le bon choix. Et je pense que maintenant, c'est la même chose. On est face à un géant américain qui nous menace de nous annexer, qui nous menace de prendre notre culture, notre identité. Il y a quand même un troisième choix dans l'équation aussi. C'est vas-y. Ben non, mais je veux dire la souveraineté, là, dans le sens que on choisit pas entre s'annexer aux États-Unis ou rester au Canada. Il y a un troisième choix. Ben écoute, sincèrement, je pense que la question de la souveraineté, les Américains n'auront pas beaucoup de respect pour cette question, mais je ne veux pas rentrer sur ce terrain glissant. Je pense que ça serait nous affaiblir énormément dans les circonstances. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr que comme je le disais tantôt, je suis toujours en mode solution. Je suis une personne très pragmatique, très émotive par rapport à la question de la langue. Ouais. Puis moi, je pense que on n'est pas des victimes de notre histoire, on est des artisans, comment je veux dire, on est des leaders de notre temps. On a le meilleur des deux mondes, les Québécois francophones, parce qu'on comprend la langue française, on la parle, on en est fiers. On comprend aussi, plusieurs d'entre nous, l'anglais. On est des Américains dans le sens où on vit en Amérique du Nord. On est capable de comprendre leur réalité, puis on est connecté sur l'Europe. On est capable de comprendre aussi les codes européens. Ça fait de nous des citoyens du monde extraordinaires qui sont capables d'être parmi les plus hautes sphères décisionnelles dans le monde. Et c'est pour ça que moi, je veux toujours être là pour être non seulement fière québécoise avant tout, mais aussi fière canadienne, parce que pour moi, je vois pas ça comme si c'était, comment je pourrais dire, quelque chose que je devais... je vois ça, une identité qui s'additionne plutôt que qui se soustrait. Je comprends. Ouais, parfait. Change de sujet. Non, mais... un signe de 5 minutes en arrière, c'est ça. Change de sujet. Dans l'éventualité d'un gouvernement libéral et vous êtes rentré au pouvoir, toi, en tant que ministre des Affaires étrangères, outre, parce qu'on en a parlé beaucoup, là, outre la négociation puis la guerre tarifaire avec les États-Unis, c'est quoi tes dossiers les plus importants puis les plus urgents puis les plus chauds? Bien, écoute, je sais pas si je vais être encore ministre des Affaires étrangères après. Tu sais, comme c'est la décision du premier ministre, il peut décider de me donner d'autres fonctions. Mais présentement, sinon, je veux dire... Mais présentement, écoute, le dossier ukrainien puis la sécurité de l'Europe, c'est vraiment ça. La relation avec la Chine aussi va être vraiment, vraiment importante. Donc, parce qu'il y a certainement des menaces à notre sécurité qui proviennent de la Chine. En fait, qui sont concrètement plus grandes que ce qu'on a, que les menaces de Donald Trump. Il y a eu des enjeux d'ingérence étrangère. Il y a le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qu'on peut faire, comme au Canada, pour que les civils palestiniens arrêtent de mourir? Aïe. Le Canada ne sera pas capable de régler... on ne sera pas capable de régler à nous seuls ce qui se passe à Gaza, là. Mais on a pris beaucoup de positions qui lançaient un message clair comme quoi la guerre devait se terminer. Premièrement, il faut un cessez-le-feu. Il y en a déjà eu un. Il faut que les partis reviennent à la table. Là, c'est assez, là. OK? Là, parlez-vous, là. Asseyez-vous, entendez-vous. Vous avez été capable de le faire. Pourquoi vous n'êtes pas capable encore? Puis c'est comme ça que les familles vont enfin retrouver les otages, parce que les otages doivent être libérés. Il y a aussi... C'est comme ça que les civils palestiniens vont arrêter de mourir à dizaines de milliers. Puis que... quand même, Attends, je vais juste finir 30 secondes. C'est comme ça aussi que, tu sais, les civils palestiniens vont arrêter d'être les victimes du Hamas, veut pas aussi. Puis, c'est comme ça que on va être capable, peu à peu, de penser à une solution à deux États. Donc,
nous, ce qu'on a fait concrètement, c'est non seulement on a voté à l'ONU en faveur des cessez-le-feu, non seulement on a fait en sorte de donner 100 millions de dollars de plus récemment, il y a 3 semaines, à UNRWA et au Programme alimentaire mondial, puis à différentes organisations de l'ONU pour aider les civils. Mais c'est pour ça aussi qu'on a décidé de ne pas signer de licence d'exportation d'armes vers Gaza et vers Israël. La seule exception qu'on a permise, c'est pour des composantes d'armes qui font partie du Iron Dome, donc qui protègent Israël contre les attaques de l'Iran. Donc, ça, parce que c'est fondamental, justement, qu'Israël puisse se défendre contre l'Iran. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Mais ce conflit-là, il a créé aussi beaucoup trop de tensions ici, au Canada, où il y a eu islamophobie, antisémitisme, tensions sur les campus énormes. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'espère, c'est que les gens puissent s'asseoir et se parler et essayer de trouver une façon de pouvoir tolérer leurs différentes positions. Il y a une très grande polarisation qui est catastrophique parce que, ultimement, les gens, quand ils sont ici, ils doivent être capables de laisser de côté parfois certaines tensions d'ailleurs dans le monde. Ouais, c'est ça. Parce que ici, là, ce qu'on doit faire, c'est s'entendre. Puis c'est notre cohésion sociale qui est en jeu. Fait que je me suis assise avec des membres autant de la communauté juive, autant de la communauté musulmane. Puis, tu sais, il n'y a aucune communauté qui a une façon de penser, là. Il y a plein de personnes qui pensent de différentes façons. Mais j'espère qu'on va pouvoir créer un rapprochement parce qu'il y a beaucoup trop de déshumanisation présentement, des deux côtés. Ce que j'allais dire, puis après ça, premièrement, il faut te laisser partir, puis on n'a pas obligé de commenter là-dessus, mais j'allais quand même dire, évidemment, les deux côtés ont des torts, le Hamas a des torts, puis ce qu'ils ont fait le 7 octobre est horrible, mais quand on regarde le bilan quand même de civils morts, il y a quand même une petite proportion. Bon. Ah non, c'est horrible. Je suis totalement d'accord avec toi. Fait que je pense que c'est ce qui termine. On peut peut-être, sur le mot de la fin, là, qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines semaines, là, le dernier sprint final, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va finir sur une note plus joyeuse, là, c'est ça. Ben, là, c'est Pâques, hein? Fait que, on va manger du chocolat, on va aller voter. Oui, c'est ça. Donc, là, le but, c'est que je vais me retrouver à passer du temps dans ces quartiers-villes. Je vais aller un petit peu ailleurs aussi au Québec. Je m'en vais en Abitibi la semaine prochaine. On a une super candidate qui est une chef autochtone Cree, Mandy Gold, qui se présente pour nous. Je m'en vais en Ontario aussi. Je m'en vais dans le coin de Niagara Falls pour convaincre du monde là-bas de voter pour nous. Puis aussi, je m'en vais rencontrer du monde dans le secteur de l'acier. Je m'en vais à Hamilton. Puis déjà, on va être pas mal rendu à la fin de la semaine. Ça commence à faire le tour. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, puis au final, ben le vote est le 28 avril, mais pour ceux qui nous écoutent, on peut déjà commencer à voter à partir d'aujourd'hui pour jusqu'à lundi. Ouais. Bon, ben, on invite tous à voter. On invite tous à voter. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci.